Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 24 octobre 2025 et notre ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous. Bon retour parmi nous, monsieur l'ambassadeur. Je suis heureux d'être avec toi, Nima. Je voudrais commencer, monsieur l'ambassadeur, par les divergences croissantes entre Washington et Israël. Il semble que la base et le principal problème entre les deux gouvernements soit l'annexion de la Cisjordanie. J.D. Vance s'est rendu en Israël et pendant qu'il s'y trouvait, on discutait à la Knesset de l'annexion. Ils ont voté en sa faveur. Et voici la réaction de J.D. Vance à l'annexion de la Cisjordanie et au vote en Israël. Le vote en Cisjordanie qui est pas idéal pour lui. Oh oui, c'était étrange. C'était vraiment étrange. J'étais un peu confus à ce sujet. J'ai en fait demandé à quelqu'un et on m'a dit que c'était un vote symbolique. Un vote symbolique pour reconnaître ou un vote symbolique pour annexer la Cisjordanie. Ce qu'on m'a dit, c'est que c'était une manœuvre politique sans aucune portée pratique, purement symbolique. Enfin, écoutez, si c'était une manœuvre politique, c'était une manœuvre très stupide et j'en suis personnellement un peu offensé. La Cisjordanie ne sera pas annexée par Israël. La politique de l'administration Trump est que la Cisjordanie ne sera pas annexée par Israël. Cela restera notre politique. Et si certains veulent faire des votes symboliques, ils peuvent le faire. Mais nous n'en étions certainement pas satisfaits. Merci. Cela ne semble pas être le cas dans l'esprit de Netanyahou ou de son gouvernement. Quel est votre avis, monsieur l'ambassadeur? Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs dimensions à cela. D'une part, il s'agissait d'un vote contre l'acquiescement de Netanyahou au soi-disant programme de paix de cessez-le-feu de Trump. C'était un acte de défi envers Netanyahou. C'était aussi une insulte, comme J.D. Vance l'a compris, envers les États-Unis et l'administration Trump. Ce n'était donc pas simplement symbolique. À la Knesset, je crois qu'il faut 3 votes pour adopter une loi. C'était le premier. Et, fait intéressant, un des membres du parti Likoud, le parti de Netanyahou, a rompu les rangs avec le parti qui avait voté contre la résolution et il a voté pour. Et ainsi, elle a été adoptée. C'est une nouvelle indication de la profonde division qui règne parmi les Israéliens. Et cela montre aussi à quel point ils accordent peu d'attention aux États-Unis ou à la politique américaine. Ils font simplement tout ce qu'ils pensent pouvoir se permettre. Je ne pense pas qu'ils puissent se permettre d'annexer la Cisjordanie. Mais bien sûr, il y a actuellement beaucoup de violence de la part des colons en Cisjordanie. De facto, elle est en train d'être annexée, quoi qu'en dise la loi. Donc il y a cela. Et en attendant, le fait qu'Israël viole l'accord de cessez-le-feu à Gaza de multiples façons, en retenant la nourriture et les fournitures médicales, en tuant des gens, crée une distraction par rapport à la Cisjordanie. Ainsi, les gens ne suivent pas vraiment la situation en Cisjordanie aussi attentivement qu'ils le devraient. Je suppose que le dernier point est que Netanyahou ne voulait pas de cessez-le-feu. Personne en Israël ne voulait de cessez-le-feu. Ce qu'ils voulaient, c'était le retour des otages. Ils ont récupéré les otages. Maintenant, ils sont déterminés à rompre le cessez-le-feu. Ils rompent toujours les cessez-le-feu. Il n'y a aucun accord sur un plan de paix. Ce n'est pas un plan de paix. C'est simplement un cessez-le-feu. Et malheureusement, Donald Trump semble ne pas comprendre que la fin des combats, qu'elle soit temporaire ou même de plus longue durée, n'est pas la paix. La paix implique de résoudre les problèmes sous-jacents qui causent le conflit. Et il n'y a aucune disposition dans le soi-disant plan de paix pour le faire. Ni Israël, ni les Palestiniens n'ont accepté quoi que ce soit d'autre que le cessez-le-feu et l'échange d'otages en cours.
Netanyahou dit qu'ils parlent toujours ainsi de l'annexion, qu'ils ne peuvent pas annexer. Mais Donald Trump lui-même a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne laisserait pas Israël annexer la Cisjordanie. Pourtant, Netanyahou ne le voit pas ainsi. Il dit « Nous sommes une nation indépendante. Israël est-il vraiment une nation indépendante? Sans toute cette aide militaire, sans l'argent que les États-Unis envoient pour soutenir leur économie, qui est au bord de l'effondrement, si l'on regarde ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, qu'aurait-il été d'Israël jusqu'à présent s'ils étaient réellement indépendants? Je pense que le Premier ministre Netanyahou réagissait à un commentaire de Steve Bannon suggérant qu'Israël est un protectorat américain, ce qui est en réalité une description assez juste. Israël ne pourrait pas survivre sans le soutien des États-Unis. Netanyahou a bâti sa carrière sur sa capacité à obtenir ce soutien avec beaucoup de succès. Mais même lui reconnaît désormais que la base du soutien américain à Israël s'est gravement érodée. Tout d'abord, il a transformé ce qui avait toujours été une question bipartisane, les relations entre les États-Unis et Israël, en une question partisane, où les démocrates s'opposent de plus en plus aux politiques israéliennes, tandis que les républicains continuent de les soutenir. C'est donc désormais un sujet partisan aux États-Unis. Très peu de démocrates estiment qu'Israël devrait recevoir le niveau de soutien qu'il obtient, compte tenu de son comportement, et même de nombreux républicains commencent à remettre cette aide en question. Il existe une faction au sein du Parti républicain qui prône la retenue en matière de politique étrangère et souhaite réduire les engagements militaires américains, et elle n'apprécie pas ce qui se passe avec Israël. Il y a un autre groupe, des patriotes, qui détestent l'humiliation que Netanyahou inflige régulièrement aux États-Unis. Après tout, il est intervenu directement dans la politique américaine à plusieurs reprises. Il contourne le président pour s'adresser au Congrès chaque fois qu'il le souhaite, et il n'en subit jamais les conséquences, ne suit jamais les directives qu'il reçoit des États-Unis. Il pense donc probablement sur la base des précédents historiques que quoi que disent les États-Unis, il peut les contourner et aller de l'avant avec son annexion de la Cisjordanie. Et comme je l'ai dit, en pratique, elle est en train d'être annexée par les colons, à l'heure où nous parlons, loi ou pas loi à la Knesset. Il semble que nous ayons un problème de connexion. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais monsieur l'ambassadeur, lorsque vous regardez la situation en Israël aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais avec le colonel Wilkerson et Larry Johnson. Ils avaient des points de vue différents sur ce qui se passe avec le gouvernement Netanyahou. Pensez-vous que la situation actuelle, les divergences entre Washington, Israël et Tel Aviv, accentuent d'une certaine manière le sentiment de désespoir de Netanyahou et de son gouvernement, ce qui pourrait conduire à des escalades dans la région? Peut-être essaie-t-il de mettre en place une sorte de fausse bannière, ou peut-être une attaque contre l'Iran. Selon vous, quelle est la voie de sortie? D'après ce que nous savons du comportement de Netanyahou et de ce que nous avons observé jusqu'à présent, quelle serait selon vous leur stratégie? Je pense que la stratégie de Netanyahou consiste à rester au pouvoir pour éviter d'aller en prison. C'est son obsession, et il est maintenant en grand danger. On pourrait dire que ce vote pour annexer la Cisjordanie était un vote symbolique de défiance envers Netanyahou. L'un des membres de son propre parti a rompu les rangs. Il n'a plus le soutien de la majorité à la Knesset. Les partis religieux ou ultra-orthodoxes se sont retirés de sa coalition. Il est donc en difficulté politique dans son propre pays. En général, lorsqu'une telle situation se produit, il trouve un moyen de détourner l'attention, ce qui rend une attaque contre l'Iran plus probable. Mais d'un autre côté, je ne pense pas qu'il y ait à Washington un réel désir de le soutenir. C'est un interlocuteur très difficile.
Le président Trump est un homme très fier, et il sait que Netanyahou l'a à plusieurs reprises dénigré, affirmant que c'est lui, Netanyahou, qui contrôle Trump, et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Netanyahu controls Trump and not to worry. Ouais, je ne sais pas quel est le problème, mais j'ai essayé de changer le câble ici pour voir si la connexion Internet s'améliore. Est-ce que tu m'entends? Ouais, non, pour l'instant ça semble juste stable. D'accord, ouais, Peut-être qu'il y a des problèmes au Brésil. oui, on dirait bien, je ne sais pas ce que c'est. Monsieur l'ambassadeur, quand vous regardez la situation avec Steve Witkoff et Jared Kushner, ils parlent de la ligne jaune qui divise Gaza en deux zones. Pensez-vous que cela va aider l'administration si elle veut vraiment trouver une solution permanente? No, it's absolutely absurd. Non, c'est absolument absurde. There's no authority. Tout d'abord, c'est néocolonial. Israël n'a aucune autorité pour faire cela. En fait, c'est gravement contraire au droit international. Israël ne peut pas le faire légalement. Les États-Unis ne peuvent pas le faire légalement non plus. Tout cela fait partie de la mentalité de transactions immobilières qui a frappé les Palestiniens à Gaza. Pendant ce temps, bien sûr, comme je l'ai mentionné plus tôt, Israël ne livre pas l'aide qui avait été promise. La Cour internationale de justice a statué qu'Israël a l'obligation de fournir l'aide par l'intermédiaire des Nations unies, c'est-à-dire par l'Office de secours et de travaux des Nations unies, l'UNRWA. Israël refuse de traiter avec l'UNRWA. Et Marco Rubio a soutenu la position israélienne selon laquelle l'UNRWA serait un agent du Hamas, ce qui est absurde. C'est une agence des Nations unies. Which is absurd. It is a UN agency. There are multiple violations. Il y a donc de multiples violations de l'accord de cessez-le-feu, de multiples violations du droit international en cours. Et parler de diviser Gaza arbitrairement le long d'une ligne jaune quelconque, c'est certainement une provocation plutôt qu'une solution. J'aimerais faire une remarque ici. Israël court un grave danger en exportant son problème palestinien. Si vous vous souvenez, dans les années 1960, des Palestiniens en exil ont mené toute une série d'attentats terroristes, non seulement contre des Israéliens, mais aussi contre des personnes qui soutenaient Israël, des Juifs et d'autres figures importantes du soutien à Israël. Je pense que si Israël parvenait à expulser le Hamas de Gaza, ce dont je doute, car je ne crois pas qu'on puisse obtenir à la table des négociations ce qu'on n'a pas réussi à obtenir sur le champ de bataille. Israël a passé 2 ans à tenter de déloger le Hamas de Gaza, et il a échoué. Il ne va pas convaincre Gaza de se suicider. Israël court donc le risque que s'il expulse les Palestiniens, comme il a autrefois expulsé l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, de Beyrouth, il se retrouve confronté à un problème extérieur, que les attaques contre les Israéliens se produisent en dehors d'Israël. Et je pense qu'une grande partie du monde, certainement une grande partie du monde musulman, applaudirait cela plutôt que de s'y opposer. Israël est donc en train de créer un problème pour les Juifs du monde entier, dont beaucoup ne veulent rien avoir à faire avec Israël, mais se retrouvent salis par les crimes israéliens. Il n'y a donc vraiment rien de positif à dire sur ce qui se passe en ce moment. Et Jared Kushner et Steve Witkoff sont des sionistes, et ils font partie du problème. Je pense que l'un des principaux problèmes avec Israël, c'est qu'il ne se considère pas comme étant en grave difficulté. Les Israéliens, je parle du gouvernement, ne le voient pas de cette façon. Mais c'est tout le contraire du côté de Washington. Là-bas, on perçoit beaucoup de problèmes dans la situation à laquelle Israël est confronté, et on considère qu'Israël est en très grande difficulté. Ce n'est pas ainsi que les Israéliens le voient. Pourquoi?
Israel has manufactured an information bubble. Israël a fabriqué une bulle informationnelle, et il y vit. Toute critique d'Israël est immédiatement rejetée comme antisémite, même si elle n'a absolument rien à voir avec l'antisémitisme. Assimiler la critique antisioniste à l'antisémitisme fait partie de la stratégie israélienne. Cela a fonctionné jusqu'à présent. En Israël, certains Israéliens en sont conscients, la plupart ne le sont pas. Ils continuent de vivre dans une bulle où ils se considèrent comme des victimes éternelles. Tout ce qu'ils font subir aux autres est justifié. Les Palestiniens sont des terroristes. Israël, bien sûr, est un État terroriste. Il gouverne par la terreur, mais ne se perçoit pas comme tel. De manière générale, parmi les partisans d'Israël, en particulier les partisans juifs d'Israël, il existe également une interdiction de critiquer Israël. Parce que si vous critiquez Israël, vous êtes immédiatement condamné comme antisémite. Mais personne en Occident ne veut être qualifié d'antisémite. L'antisémitisme est une horreur avec laquelle aucun d'entre nous ne veut être associé. Cela réduit donc les gens au silence et permet aux partisans d'Israël de vivre dans une bulle où ils ne sont jamais contredits. Ils disent des choses ridicules, absolument absurdes. Vous l'avez vu avec Jared Kushner et Steve Witkoff dans l'interview de Leslie Stahl lorsqu'elle a demandé s'il y avait un génocide à Gaza. Ils ont tous deux répondu « Oh non, il n'y a pas de génocide ». Mais toutes les organisations de défense des droits humains dans le monde qui se sont penchées sur la question ont conclu qu'il y a bien un génocide. L'ONU a conclu qu'il y a un génocide. Les procédures judiciaires à la Cour internationale de justice et à la Cour pénale internationale ont conclu qu'il s'agit d'un génocide. Alors, comment peuvent-ils maintenir ce déni? Ils le peuvent parce que toute critique d'Israël en leur présence est jugée irrecevable. Ils ne l'entendent pas. Ils n'ont donc pas une vision exacte de ce qui se passe, ni en ce qui concerne la perte de soutien à Israël parmi les Américains ordinaires, ni parmi les Juifs. Ce sont des Juifs très fortunés qui ne sont pas, vous savez, enfin la population juive ordinaire de New York manifeste pour les droits des Palestiniens. Je les admire. Ils sont prêts à supporter le genre de calomnie qui déferle de la part des défenseurs d'Israël. Et c'est leur propre communauté. Je les admire. Je pense qu'ils méritent le respect. Mais je doute que Jared Kushner ou Steve Witkoff aient la moindre idée de ce qui se passe à ce niveau. Il semble qu'il y ait un fossé ou une sorte de division parmi les Juifs aux États-Unis. Vous savez, il y a un groupe de Juifs aisés qui détiennent le plus de pouvoir. Ce sont pour la plupart des sionistes. Et puis il y a la majorité des Juifs aux États-Unis qui n'ont pas vraiment ce genre de voix pour se faire entendre. Mais au final, ce que l'on constate, c'est que ces sionistes influents aux États-Unis sont ceux qui soutiennent Israël. Pensez-vous que, dans l'esprit de ces personnes riches et puissantes du système américain, qui sont pour la plupart des sionistes, ils croient vraiment aider Israël avec cette attitude? Eh bien, je suppose qu'ils y croient vraiment. Regardez Myriam Adelson. Elle et son mari ont financé un journal gratuit, Israel Today, pour faire l'éloge de Netanyahou et promouvoir sa carrière. Netanyahou n'a pas été bon pour Israël, et la plupart des Israéliens seraient d'accord avec cela. Je pense que les Juifs américains seraient tout à fait d'accord pour dire qu'il a été très mauvais pour Israël. Mais il a été maintenu au pouvoir précisément par les oligarques juifs fortunés que vous avez mentionnés. Il y a un autre problème ici. Bien avant que notre presse aux États-Unis ne se consolide et ne devienne essentiellement la scribe du récit gouvernemental, il existait déjà une autocensure sur la question d'Israël. Je m'en souviens très bien. J'étais à Dubaï, je crois, il y a de nombreuses années. Et il y avait au journal télévisé du soir en arabe une vidéo amateur provenant de Gaza.
On y voyait un enfant être tiré hors de chez lui par 2 agents israéliens en civil, qui lui donnaient des coups de pied à la tête, le frappaient, puis lui tiraient une balle dans la tête avant de s'éloigner en riant. Je me suis dit que lorsque cela parviendrait à la presse américaine, ce serait un véritable scandale. Mais bien sûr, cela n'est jamais apparu. Le lendemain, on en a tout de même vu une série d'images fixes en dernière page du Khaleej Times, un journal anglophone des Émirats arabes unis. Mais rien n'a été publié aux États-Unis. Il était tout à fait clair qu'il y avait de l'autocensure, ce qui renforçait encore l'idée qu'on ne peut pas critiquer Israël, car si on le fait, on est considéré comme antisémite, ce qui est absurde. Je pense qu'en ce moment, dans le cas du Hamas, Monsieur l'ambassadeur, ils réfléchissent à la voie à suivre pour eux. Ils parlaient même de transformer d'une manière ou d'une autre le Hamas en une sorte d'armée nationale pour les Palestiniens, pour les Gazaouis. Pensez-vous que ce serait une solution qui pourrait d'une certaine façon trouver un écho auprès de l'administration Trump, auprès du peuple? Non, pas du tout. Le plus grand acte criminel dans la manière dont les États-Unis ont géré cette question est l'absence totale de toute consultation avec les Palestiniens, pas seulement avec le Hamas. Bien sûr, l'administration Trump a rencontré le Hamas au sujet des otages et les a trouvés plutôt raisonnables. Mais ils n'ont même pas consulté l'autorité palestinienne, dirigée par Mahmoud Abbas, qui est une filiale à part entière d'Israël et des États-Unis. C'est essentiellement l'entrepreneur qui assure la sécurité pour les Israéliens en Cisjordanie. Et ils n'ont donc consulté personne. Et ce qui est étrange ici, c'est que le Hamas a déclaré depuis des années qu'il était prêt à se retirer de la politique, à remettre le gouvernement à un gouvernement d'unité nationale dans lequel il pourrait jouer un rôle très mineur, mais pas un rôle de premier plan. Il a été très modeste. Il n'y a pas d'unité parmi les Palestiniens, ce qui est le résultat de politiques israéliennes délibérées, pas seulement des politiques visant à diviser les Palestiniens politiquement, vous savez, en armant des gangs à Gaza. Rappelons-nous d'où vient le Hamas. Il a été élu comme gouvernement de la Palestine en 2006. Il est arrivé au pouvoir par les urnes lors d'une élection libre et équitable. Tous ceux qui l'ont observé ont estimé qu'il s'agissait d'une élection exemplaire. Les États-Unis et Israël ont immédiatement entrepris des efforts pour la renverser. Cet effort a réussi en Cisjordanie et a échoué à Gaza. Depuis, Israël a tiré parti de la division entre ces deux factions palestiniennes. Ce que nous voyons maintenant est un processus qui a en réalité été initié par les Chinois à Pékin pour unir les factions palestiniennes et former un gouvernement national. Ce processus a désormais repris au Caire. Fait intéressant, l'autorité palestinienne ne rencontre pas les autres Palestiniens. Elle rencontre les responsables du renseignement et de la sécurité égyptiens. Ainsi, la Palestine a besoin d'un gouvernement national, et c'est quelque chose que seuls les Palestiniens peuvent organiser. Si l'Occident pense, si les États-Unis et Israël croient, que Gaza peut être gouvernée par Tony Blair et une bande d'Européens néocoloniaux, ou qu'elle peut être placée sous la surveillance des Arabes du Golfe, censés venir protéger Israël contre l'autodétermination palestinienne, ce qui est essentiellement la mission qu'on leur assigne, alors je pense qu'ils rêvent. L'Indonésie a déclaré qu'elle enverrait des troupes, mais pas pour cet objectif. Je pense que c'est totalement irréaliste. Ce cessez-le-feu ne va pas durer, et il n'y a eu aucun progrès vers la paix. Il ne peut y avoir de paix tant que la Palestine n'aura pas obtenu l'autodétermination que les Israéliens ont exigée pour eux-mêmes et que les Palestiniens méritent également. Je pense que la principale préoccupation en ce moment
c'est lorsque nous regardons la situation en Ukraine et les discussions que Donald Trump a eues avec Vladimir Poutine en Alaska. Il n'y a aucun espoir d'accord entre les Palestiniens et Israël, et je ne sais pas combien de temps il faudra avant que tout ne s'effondre sous nos yeux. Eh bien, dans les deux cas, la Palestine, Israël-Palestine et la Russie-Ukraine, ou l'OTAN, Russie-Ukraine, Donald Trump a commis la même erreur. Il n'a pas abordé les causes du conflit, il a appelé à un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu qui ne ferait que geler le conflit ne constitue en rien une solution. Et cela n'est absolument pas acceptable pour aucune des parties en guerre en Ukraine, ni pour aucune des parties dans le conflit en Palestine. Donc, tant que la diplomatie américaine n'abordera pas les causes profondes de ces conflits, ils continueront. Et les États-Unis, en s'alignant sur Israël, détruisent leur propre réputation à l'international. Cela cause d'énormes dommages aux États-Unis et à leurs intérêts nationaux. This is doing huge damage to the United States and its national interests. Not to mention temper tantrums. Sans parler des crises de colère du président Trump, suspendant ou mettant fin aux négociations commerciales avec le Canada, notre deuxième partenaire commercial après le Mexique. Et le Canada a essentiellement décidé de tirer un trait sur les États-Unis. Toute son orientation est en train de changer. Le port de Montréal est en cours de modernisation à grands frais, car le Canada prévoit de se réorienter vers l'Europe, et il se réorientera également vers l'Asie. Je prédis qu'à un moment donné, le Canada redécouvrira les avantages de la coopération avec les Chinois. Ainsi, ce que nous faisons, c'est créer des ennemis là où il n'en existait pas, et rejoindre Israël dans la réputation d'être sans foi ni loi, capricieux, arbitraire et inhumain. Tout cela est profondément déplorable. This is all to be deplored. Je pense qu'aucune des questions liées à la politique étrangère des États-Unis n'a autant marqué les démocrates que celle de la Palestine lors de l'élection entre Kamala Harris et Donald Trump. L'un des principaux enjeux pour le Parti démocrate était la question de la Palestine et de Gaza. Il semble que la même chose se produise au sein du Parti républicain. Après tout, quand on regarde les démocrates, on parle de l'aile gauche ou de l'extrême gauche du parti. Et au sein du Parti républicain, on voit apparaître de nouvelles factions qui ne sont pas totalement alignées sur la politique étrangère américaine à Gaza et en Palestine. Ces personnes s'interrogent sur ce qui se passe. Pourquoi Israël exerce-t-il autant d'influence sur nous? De quoi s'agit-il? Ils posent ces questions. Pensez-vous qu'avec le temps, cet écart, cette sorte de déconnexion entre les élites et le peuple, va d'une manière ou d'une autre se creuser? Je pense que l'écart se creuse, et il n'y a aucune raison de ne pas s'attendre à ce qu'il continue de se creuser. Je dirais que du côté des démocrates, vous savez, vous êtes au Brésil, et les États-Unis se comportent désormais essentiellement comme un groupe de pirates dans les Caraïbes, tuant des Trinidadiens, des Vénézuéliens et des Colombiens, à la fois dans les Caraïbes et maintenant dans le Pacifique. Et je pense qu'il faut reconnaître que les démocrates en portent la responsabilité ultime. Obama a commencé à tuer des gens à l'étranger. Le mardi, il tenait une réunion, il y avait une liste de cibles à éliminer, et il l'approuvait. Il a même tué des Américains au Yémen. Ainsi, le précédent du meurtre exécutif unilatéral a été établi sous l'administration Obama. Ce n'est pas une invention des républicains. Ils ne font que s'appuyer dessus. C'est absolument scandaleux. Et cela signifie que les États-Unis sont désormais de plus en plus considérés par le monde comme un gouvernement hors la loi. Ce n'est pas une manière de rallier du soutien en cas de crise, qu'elle soit économique, politique ou militaire. Je pense que l'un des problèmes actuels avec l'Ukraine concerne l'attitude du gouvernement américain.
Ils avaient annoncé une rencontre entre Donald Trump et quelqu'un, puis cela a été réduit à une réunion entre Lavrov et Rubio. Ensuite, ils ont dit qu'il ne s'agirait que d'un appel téléphonique, et il semble que tout soit en train de disparaître de la scène. Maintenant, ils parlent de nouvelles sanctions contre la Russie. Le président russe a déclaré « Vous allez nous imposer ces sanctions, mais cela ne suffira pas à influencer la Russie au point de changer son comportement ou de la forcer à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. » Et voici ce que Donald Trump a dit à propos des sanctions, Monsieur l'ambassadeur. Poutine a essentiellement déclaré aujourd'hui que la Russie est immunisée contre les sanctions américaines. Il a affirmé qu'elle n'aurait aucun impact sérieux sur l'économie russe. A-t-il tort? Je suis content qu'il ressente cela. C'est bien, je vous en reparlerai dans 6 mois. D'accord, voyons comment tout cela se passe. Il ne semble pas qu'ils comprennent la réalité de l'économie russe et le partenariat entre la Russie, la Chine et les BRICS. Non, il ne sait pas. Mais il n'est pas le seul dans ce cas. La presse américaine et la presse britannique ont toutes deux mal rapporté la situation de l'économie russe, et c'est pourquoi on entend des déclarations stupides à ce sujet. La Russie est désormais la plus grande économie d'Europe. Elle a dépassé l'Allemagne en taille en termes de parité de pouvoir d'achat, qui est la seule manière de comparer les économies entre pays. Elle produit tout le matériel militaire dont elle a besoin. Elle continue, vous savez, de produire un grand nombre de chars. J'ai vu récemment une histoire absurde affirmant que les Russes ne pouvaient pas produire de chars. Eh bien, nous ne pouvons pas en produire, mais les Russes, eux, en produisent. Il y a donc beaucoup de bêtises qui circulent. Et malheureusement, le président semble tirer ses informations de Fox News plutôt que de la communauté du renseignement de 80 milliards de dollars que nous finançons. Donc maintenant, je dirais qu'en ce qui concerne les sanctions pétrolières contre la Russie, la Fédération de Russie, elles auront certainement un effet. Je pense que le président Poutine l'a reconnu. Mais il y aura des moyens de contournement. Les 2 plus grands consommateurs de pétrole russe sont la Chine, suivie de près par l'Inde. Ils trouveront des moyens de continuer à recevoir le pétrole dont ils ont besoin. Et donc, au final, c'est un excès de la part des États-Unis et de l'Union européenne. Je continue d'être très surpris et déçu que les Européens n'aient aucune vision d'une relation avec la Russie autre que celle de la guerre. Que se passera-t-il si la Russie gagne en Ukraine? Ce qui est probablement le cas. Autrement dit, si elle parvient à prendre l'ensemble du Donbass ainsi qu'Odessa, coupant ainsi l'Ukraine de la mer Noire. Que vont faire les Européens face à cela? Il restera une Ukraine résiduelle. Oui, les Russes ne veulent pas de cette partie de l'Ukraine. Mais que vont-ils faire? Que vont-ils faire entre-temps? Ils n'ont aucun plan, aucune proposition de paix, rien. C'est juste davantage de pression. Et nous avons vu encore et encore ce que produisent les politiques de pression maximale. Cette politique, appliquée à la Corée du Nord, a conduit celle-ci à construire un missile balistique intercontinental doté d'une ogive nucléaire pointée sur New York, Chicago et Los Angeles, et j'espère pas sur Exeter dans le New Hampshire où je me trouve. Mais on ne sait jamais. Et je pense que dans le cas de l'Iran, la pression maximale ne fait qu'ajouter à la pression exercée sur le guide suprême pour qu'il surmonte ses scrupules religieux et cède aux demandes croissantes de personnes au sein de l'établissement iranien de construire une bombe et de la placer sur un missile balistique intercontinental comme l'a fait la Corée du Nord. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Nous avons vu à maintes reprises que la pression maximale ne fonctionne pas. C'est contre-productif. Il n'y a aucune diplomatie en cours. Quand Marco Rubio ne peut pas rencontrer Sergei Lavrov,
Nous revenons directement à l'administration Biden, qui n'avait aucune approche diplomatique et qui a produit cette guerre en Ukraine en raison de son refus de discuter avec les Russes, les Ukrainiens et d'autres parties sur une base équitable. Puisque vous avez mentionné l'Iran, j'ai oublié de vous poser une question à ce sujet. Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a averti que l'échec de la diplomatie avec l'Iran pourrait à nouveau conduire à l'usage de la force contre le pays. La réponse du ministre iranien des Affaires étrangères a été plutôt diplomatique. Il a déclaré « Je ne sais pas si le langage utilisé par le directeur de l'AIEA est censé être une menace ou simplement l'expression d'une inquiétude. Mais je pense que c'était une menace. Il menace. Est-il courant d'utiliser ce genre de langage? Non, et je pense qu'il existe en réalité de nombreuses preuves que l'AIEA, qui est une agence indépendante des Nations Unies, a été effectivement capturée par les services de renseignement américains et israéliens, et qu'elle sert les intérêts de la politique américaine et israélienne. Par exemple, de nombreuses tentatives d'assassinat menées au début de la plus récente attaque contre l'Iran semblent avoir été fondées sur des informations divulguées par l'AIEA. Ainsi, M. Grossi confirme en fait qu'il est partial, qu'il n'est pas neutre, qu'il ne traite pas les questions de manière équitable, mais qu'il poursuit un agenda anti-iranien. Je soupçonne donc que le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, n'a aucun intérêt à rencontrer de nouveau M. Grossi. Nous verrons bien. Chaque fois que Zelensky se rend à Washington, on le voit ensuite aller au Royaume-Uni. Il semble qu'il s'y rende pour savoir quelle sera la prochaine étape de leur part, avant de décider comment gérer la situation en Ukraine. Voici ce qu'a déclaré l'ambassadeur de Starmer à propos de l'envoi de missiles à longue portée en Ukraine. Nous avons envoyé davantage de missiles en provenance du Royaume-Uni ces derniers jours et ces dernières semaines, et nous plaidons pour l'envoi de missiles à longue portée. Il est vraiment important que nous disposions de cette capacité à longue portée, et ces discussions sont en cours. Et bien sûr, il y a la question de la protection de l'énergie, car Poutine attaque les infrastructures énergétiques de l'Ukraine qui doivent être protégées. Et nous avons aujourd'hui des discussions sur la manière d'empêcher ces attaques et de mieux protéger des approvisionnements énergétiques. Bien sûr, l'Ukraine attaque l'énergie russe et la Russie attaque l'énergie ukrainienne. La discussion sur les missiles à longue portée pour l'Ukraine est en réalité une discussion entre le Royaume-Uni et les États-Unis, car les États-Unis se sont retirés de la fourniture d'un nombre limité de missiles Tomahawk à longue portée. Les Britanniques se rapprochent de plus en plus du statut de belligérant déclaré en Ukraine et risquent une attaque russe contre eux. Vous savez, il y a ici un problème structurel intéressant. Le Royaume-Uni est membre de l'OTAN, mais il n'est plus membre de l'Union européenne. Et la plupart des politiques en Europe sont désormais élaborées au sein de l'Union européenne, et non de l'OTAN. Les États-Unis sont moins actifs au sein de l'OTAN. En gros, nous avons dit, eh bien, Européens, c'est à vous de gérer l'Ukraine, pas à nous. Nous sommes heureux de vous vendre certaines catégories d'armes, mais pas toutes, pour l'Ukraine. Tout cela est donc très confus. Et il est très intéressant de constater que la russophobie, qui est une caractéristique de la politique britannique depuis plus d'un siècle, perdure. Une fois encore, les Britanniques, qui sont des diplomates très habiles, n'ont présenté aucune proposition pour une coexistence pacifique avec la Russie, quelles que soient les circonstances, et n'ont pas abordé l'agenda russe, qui commence par la neutralisation de l'Ukraine, sa non-adhésion à l'OTAN
et l'absence de forces étrangères dirigées contre la Russie sur son territoire, puis s'étend aux droits des minorités russes, hongroises et autres en Ukraine, et enfin une discussion ouverte entre Européens, avec les Américains également, sur un cadre de sécurité pour l'Europe qui ne menace aucune des deux parties, ni la Russie ni l'Ouest. Personne n'a présenté de proposition à ce sujet, à part les Russes. Ils continuent de demander une discussion sur ces questions sans obtenir de réponse, ce qui n'est pas très impressionnant. Et je pense que le gouvernement Starmer est désormais très fragilisé sur le plan intérieur. Il bénéficie d'un soutien minimal et aux yeux de nombreux Britanniques, il s'est discrédité par sa gestion des supporters israéliens du Maccabi. Lorsque le gouvernement local britannique, pour des raisons de sécurité, a interdit la venue des supporters du Maccabi, Starmer a pris le parti d'Israël contre la sécurité de son propre peuple. En somme, il soutient que les Israéliens devraient avoir le droit de venir casser des choses, provoquer des émeutes et scander des slogans génocidaires en Grande-Bretagne en toute impunité. Ainsi, le Royaume-Uni continue de protéger Israël des conséquences de ses propres actes. Et c'est la même chose avec l'Ukraine. Et bien sûr, la Grande-Bretagne a toujours été une force majeure dans les conseils donnés à la politique américaine. Les liens sont très étroits, même si nous parlons des formes différentes de l'anglais, un peu comme le Brésil et le Portugal. George Bernard Shaw nous a décrits comme deux pays divisés par une langue commune. Quoi qu'il en soit, nous sommes très proches des Britanniques et nous leur prêtons beaucoup d'attention, à juste titre. Ils sont intelligents, mais ils ne le sont pas en ce moment, et je ne sais pas où cela va les mener. J'ai de la peine pour l'Ukraine, car elle tirerait un grand bénéfice à faire la paix, et non à s'embrouiller avec des cessez-le-feu et des attaques à longue portée contre la Russie, qui ne feraient qu'entraîner une contre-escalade de la part des Russes. En réalité, lors de la dernière visite du secrétaire général de l'OTAN, il était avec Donald Trump à la Maison-Blanche. On lui a posé une question à propos des nouveaux sondages montrant que seulement 23% des Ukrainiens soutiennent encore la poursuite de la guerre en Ukraine. Il a répondu, « Si c'est le cas, pourquoi poussez-vous à davantage de guerre avec la Russie? Les Ukrainiens ne veulent plus aller à la guerre. » Ils ont été utilisés depuis le début, utilisés comme un instrument pour punir la Russie. Et vous savez, les gens oublient qu'avant le coup d'État de 2014, les Ukrainiens étaient massivement opposés à l'adhésion à l'OTAN. Il a fallu beaucoup d'argent et d'efforts de la part des institutions américaines et britanniques pour inverser cette tendance et installer un gouvernement bénéficiant d'un soutien populaire en faveur de l'adhésion à l'OTAN. Ce soutien populaire à l'adhésion à l'OTAN est la cause de la guerre, et il n'est pas surprenant qu'il se soit maintenant évaporé. Nous avons donc une division. Il y a toujours eu une division en Ukraine entre l'élément ultranationaliste et les Ukrainiens ordinaires, et elle est maintenant assez marquée. Environ 23% des Ukrainiens veulent continuer à se battre. Ils se trouvent principalement dans l'ouest du pays, assez loin de Krasnodar, assez loin du champ de bataille. Et ils sont très passionnés dans leurs attitudes anti-russes. Les autres, moins. Je veux dire, je suppose que même les Ukrainiens russophones se sont retournés contre la Russie à cause de la guerre, mais ils ne sont pas devenus des partisans de l'élément nazi présent dans l'ouest de l'Ukraine. Vous avez mentionné à quel point le Royaume-Uni est proche des États-Unis. Mais un autre pays qui est proche des États-Unis, en raison de la langue, c'est le Canada. Physiquement, bien sûr, il est encore plus proche. Et il semble que le gouvernement canadien ait publié une publicité
qui reprend certaines paroles de Ronald Reagan à propos des tarifs douaniers, des paroles qui n'ont pas vraiment trouvé d'écho chez Donald Trump. Il a dit « c'est faux, ça n'a pas de sens ». Et ce n'est pas de ça. C'est vrai que c'est fait dans cette publicité. Voici Reagan. Il y a une prise de conscience croissante dans le monde que la voie vers la prospérité pour toutes les nations passe par le rejet des lois protectionnistes et la promotion d'une concurrence libre et équitable. Il existe d'ailleurs de solides raisons historiques à cela. Pour ceux d'entre nous qui ont vécu la Grande Dépression, le souvenir des souffrances qu'elle a causées reste profond et douloureux. Aujourd'hui, de nombreux analystes économiques et historiens soutiennent que la législation à haut tarif adoptée à cette époque, appelée le tarif Smoot-Hawley, a considérablement aggravé la dépression et empêché la reprise économique. Vous voyez, au départ, quand quelqu'un dit « imposons des droits de douane sur les importations étrangères », cela semble être un geste patriotique visant à protéger les produits et les emplois américains. Et parfois, pendant un court moment, cela fonctionne, mais seulement pour un temps limité. Ce qui finit par se produire, c'est que les industries nationales commencent à dépendre de la protection gouvernementale sous la forme de droits de douane élevés. Il s'arrête. Oui. La publicité basée sur cet extrait a poussé les États-Unis à mettre fin, tu sais, aux négociations commerciales entre... Mais je pense, Nima, qu'il est important de reconnaître que ce n'est pas le gouvernement canadien qui a fait cela, mais le gouvernement de l'Ontario. Le Canada est une confédération très lâche. En fait, il y a un certain danger, beaucoup de sentiments séparatistes, particulièrement dans des endroits comme le Manitoba et la Saskatchewan, à l'ouest. Ils estiment avoir été traités injustement par l'Ontario et les Canadiens de l'Est, et ils ne sont pas très à l'aise avec l'autonomie du Québec au sein de la Fédération. Mais cela dit, tout d'abord, Ronald Reagan avait beaucoup de bon sens. Ce qu'il a dit est vrai, et je pense que la plupart des économistes sont d'accord avec lui. Il n'y en aurait qu'un seul, Peter Navarro, qui ne partage pas son avis. Et c'était certainement une réaction excessive, une crise ridicule de la part du président Trump de s'opposer à cette publicité. Sommes-nous avons-nous une dictature? Sommes-nous en train de dire que notre gouvernement est désormais à l'abri de toute critique, même de la part de personnes qui, comme vous le soulignez, nous sont très proches? Vous savez, j'ai de la famille dans les provinces maritimes, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et le Canada, parce qu'ils étaient du côté perdant de notre guerre d'indépendance. Ils ont quitté ce qui est aujourd'hui les États-Unis pour se réfugier dans le Canada britannique. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'histoires ici. Et je pense que c'est une grande honte que nous aliénions gratuitement un peuple frère qui, à bien des égards, nous est très proche. Si je pouvais parler au nom des États-Unis, je présenterais mes excuses aux Canadiens. Parce que le Premier ministre du Canada a déclaré qu'il trouvait de nouveaux partenaires et améliorait leurs relations avec ces nouveaux partenaires, ce qui signifie la Chine. D'importants accords pourraient avoir lieu entre le Canada et la Chine. Je ne sais pas si Donald Trump considère cela comme un problème pour lui et pour l'économie américaine. Il est très difficile de comprendre ce qu'il pense de tout cela. Je veux dire, les tarifs imposés au Canada ont été absurdes dès le départ. Nous avions, par exemple, une industrie automobile très bien intégrée, et elle est désormais en train d'être pratiquement détruite. Les Canadiens ont été poussés à chercher un accord de coopération bilatérale avec le Mexique, qui est le plus grand partenaire commercial des États-Unis. Comme je l'ai dit, ils se concentrent maintenant sur le renforcement de leurs liens avec l'Est, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.
Et ils continueront à développer leurs relations avec l'Amérique latine en contournant les États-Unis. America, bypassing the United States. And in the end, I think they will have to reach out to China. Au final, je pense qu'ils devront se tourner vers la Chine, car lorsqu'on examine les économies mondiales en termes de parité de pouvoir d'achat, la Chine représente probablement environ 1,5 fois la taille de l'économie américaine. Et elle est très ouverte. La Chine négocie activement des accords de libre-échange. Donc si le Canada décide de ne pas suivre la direction américaine, je pense que les Chinois seraient réceptifs à une approche de leur part. So I think that Ce que fait l'administration Trump, selon moi, c'est isoler les États-Unis, créer des ennemis plutôt que des amis, détruire des amitiés sans aucun bénéfice, et le faire d'une manière particulièrement enfantine. in a peculiarly childish manner. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir comme toujours. Well, I Eh bien, j'espère que le monde ira mieux, afin que nous ayons de meilleures choses dont parler. Merci.